dans le Before. Ce soir, émission spéciale, vu la promiscuité entre le Classico et la deuxième journée de la Ligue des Champions. Nous avons combiné deux thèmes dans la même émission. Pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous notre ami Amin Bello. Bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir à tous. Et Saad Etroya, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir Amin. Alors, Amin Bello, je te donne la main pour faire cette émission qui va traiter de deux thèmes différents. Merci pour cet honneur. On va, si vous le voulez bien, commencer par le Classico. On a commencé une semaine difficile. Il y a eu la déroute de Cadiz, la débâcle de Shakhtar, non pas en termes d'ampleur du score, mais en termes de sensation, de qualité de jeu, de laisser aller des joueurs. Et on craignait le pire pendant le Classico. Alors Taïeb, si tu le veux bien, est-ce que tu avais une appréhension avant ce match contre le Barça? Évident qu'on avait une appréhension après les deux catastrophiques résultats qui ont précédé. Ceci dit, comme on le sait, comme les Madridistas le savent, le Real Madrid n'est pas plus est vraiment dangereux que quand il est dos au mur. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous savons tous que le Real Madrid joue excellemment bien contre les équipes qui jouent au football et s'en mêle les pinceaux quand le Real Madrid joue contre des équipes qui jouent avec deux bus derrière. Bon, il y avait une appréhension, oui, mais sans plus, pour moi, personnellement. Saad Etroya, si tu le veux bien, il y a eu une semaine compliquée, il y a eu surtout un resserrement du groupe autour du coach avec beaucoup de solidarité. Quels sont les échos qu'on a pu percevoir, qu'on filtré après le match concernant ces briefings entre joueurs et entraîneurs? Et donc, commencer après la défaite contre Cadiz, alors il y a eu une petite discussion à quatre yeux, comme on dit, entre le coach et les joueurs. Je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la première crise que Zidane doit gérer. Et ce qui a joué en sa faveur, justement, c'est cet engagement émotionnel qu'ont les joueurs envers lui. Au-delà d'être un coach, c'est une légende du club. Donc, justement, la presse espagnole, elle était toute d'accord que Zidane n'allait pas être licencié après le match de Cadiz, ni après la déroute contre le Shakhtar. Donc, pour eux, c'était plus que clair. La Junta, si jamais Zidane devait quitter le Real, ça devait parvenir de lui. Donc, ça, c'était l'ambiance générale dans la presse espagnole. Après, la réaction des joueurs, oui, on s'attendait au Classico à avoir un meilleur visage, à ce que les joueurs prouvent à tout le monde qu'ils sont derrière leur coach et qu'ils ne sont pas en train de lâcher, parce que leur performance, comme tu as dit, laisse beaucoup à désirer. Bon, après le Classico, la presse espagnole, elle est revenue sur plusieurs points. Donc, certains disaient, est-ce que le Real Madrid, il a bien réagi, mais juste sur ce match? Est-ce que les joueurs ont essayé d'envoyer un message clair à la direction qu'ils sont avec l'entraîneur, mais qu'après peut-être le niveau réel de cette équipe peut reprendre surface? En tout cas, tout ce qui est clair selon la presse espagnole, c'est que les joueurs ils sont derrière le coach et que si jamais il y a une réforme à faire, ça doit se faire à l'entraînement et non pas en changeant la tête pensante. Alors, pas de naqaba entre les joueurs et le coach, c'est déjà pas mal. Et puis, Saad, l'équipe est à l'aise lorsqu'elle joue en transition. Ouais. L'attaque placée, c'est pas son ADN et on l'a vu pendant les 90 minutes de match. Oui. Je pense que de toute façon, pour ma génération, la génération Mourinho, donc on est plus que fan de ce style-là. Son efficacité, elle tient jusqu'à aujourd'hui. Je pense que l'ossature de cette équipe, elle comprend ce style de jeu. Elle est habituée à jouer ce style de jeu depuis plus de 10 ans, donc elle est très à l'aise avec. Si Zidane doit s'adapter à cela, je ne sais pas, parce que les matchs diffèrent, les équipes diffèrent. Mais sinon, comme tu l'as noté, l'efficacité de l'équipe avec ce style de jeu précis, c'est juste incroyable. Et à titre personnel, ça me régalera toujours. Taïeb, on va parler de Zidane et de la formation qu'il a alignée contre le Barça. Il a moins fait le philosophe et il a surtout été très cohérent dans ses choix. Écoute, il a fait beaucoup tourner, on lui en a beaucoup voulu, il a tellement fait tourner qu'il y avait des versions où les joueurs n'avaient jamais joué entre eux. Et là, il a utilisé un schéma classique du Real Madrid, le 4-3-3, en mettant les joueurs qu'il fallait, à quelques exceptions près. C'est pratiquement
le 11 alpha, comme on dit, du Real Madrid. Il y avait Courtois dans les buts, il y avait Nacho en l'absence de Carvajal, dans la charnière centrale Varane Ramos et à gauche Mendy. Nous savons tous que Mendy est devenu pratiquement indispensable à ce poste-là. Alors, au milieu de terrain, Valverde, Casemiro et Kroos. Et en attaque, Asensio, Benzema et Vinicius. Donc, comme on le voit, ça avait une fière allure sur le papier. Justement, quand j'ai vu ce 4-3-3, ça m'a, comment dire, ça m'a réconforté dans le fait que je sois confiant parce que il avait confiance. C'est un 4-3-3 de confiance. Le fait qu'il fasse un 4-3-3 contre le Barça à ce moment-là, alors qu'il savait bien que le Barcelone allait remplir le milieu, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, on parle de cette rencontre et de quelques moments clés. Il y a déjà l'ouverture du score dès la 5e minute par Fede Valverde sur une action où Benzema nous montre l'étendue de sa palette technique, c'est-à-dire la grosse anomalie, c'est le numéro qu'il porte, parce que c'est plus un 9,5, et ça se voit parce qu'il a joué entre les lignes et il a pu décaler un joueur, un décathlonien du football, comme Fede Valverde, et surtout un box-to-box. L'ouverture de Benzema était juste lumineuse et c'est l'étincelle de mon avis d'un PCM. C'est l'assist de Benzema qui a vraiment, c'était voilà, donc avec un assist comme ça et un but dès le début, on sait que ça met le Real Madrid dans de bonnes dispositions, même si le Barça a égalisé 2 minutes après. Mais on a bien vu que ce classico, les deux équipes ont fait une bonne première mi-temps, un bon match. Ils se sont rendus coup par coup, mais c'est le Real Madrid qui a fini par tirer les marrons du feu, comme on dit. Alors, ça a été 2 minutes plus tard, le Barça réagit sur une combinaison, une classique, Messi qui décale dans le dos de la défense Jordi Alba, et puis Alba qui fait le boulot pour Ansu Fati. Sur cette action, on remarque que Nacho était entre deux eaux et surtout Asensio n'avait pas réussi à bloquer Alba. Donc déjà dans un premier temps, j'étais surpris qu'Alba ne remette pas le ballon à Messi. En fait, dans sa religion, ça n'existe pas, donc ça me surprend beaucoup. Il a joué la passe pour Ansu Fati, mais avant cela, je pense que Nacho, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup donné au Real Madrid, qui a beaucoup dépanné le Real Madrid surtout. Donc le pointer du doigt alors qu'il est là juste pour remplacer, je ne vais pas le faire. Mais sinon, ça me rappelle sa prestation lors du 5-1 il y a 2 saisons. Lors de la saison de Lopetegui, il a exactement fait la même erreur sur 2 buts. Et ce qui est drôle, c'est sur El Chiringuito, ils ont traité justement ces 2 buts à l'avance. Et on a revu la même action lors du match pour le but d'Ansu Fati. Donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir. C'est son niveau, c'est comme ça. J'aurais espéré que Real Madrid conserve le score un peu plus. L'égalisation, elle a été rapide sur une erreur que j'estime évitable. Peut-être qu'on pointe du doigt Nacho, mais personnellement, j'irais même aussi pour Varane. Varane, bon, qui est un petit peu brouillon depuis le torchon qu'il a rencontré. Moi, je pointerais du doigt quelqu'un d'autre. Oui. Parce que sur le match du Nou Camp il y a 2 ans, Lopetegui avait demandé à Nacho de se décaler vers l'arrière centrale et de donner. Il avait donné pour instruction à M. Bale de bloquer Alba, chose qu'il n'a pas faite. Asensio, une seule fois. Alba, ça a été synonyme de but, mais après, il s'est beaucoup mieux appliqué lorsque Vasquez est rentré. Donc, ça fait égalisation un but partout. Autre moment clé, c'est à la 23e minute, sur une action lumineuse du Barça, il faut le dire. Messi élimine Sergio Ramos et là, tu as une deuxième étincelle avec un sauvetage magnifique de Courtois. Oui, extraordinaire. C'est un extraordinaire sauvetage parce qu'il est quoi, à 5 mètres de lui, 5-6 mètres, pas plus, et qu'il met le ballon pratiquement en ras de terre et où le gardien se trouve
décalé, il est obligé de fermer Elang et de faire attention à un éventuel centre, et il s'est couché rapidement. Nous savons que c'est l'une des forces de Courtois, qui mesure pratiquement 2 mètres, de se coucher rapidement à la vitesse de l'éclair. Effectivement, c'est une occasion, c'est un tournant du match. On arrive à la mi-temps, un but partout. Quelles sont tes impressions, Saad? Est-ce que tu te dis que c'est jouable, ou c'est-à-dire les 3 points sont jouables, ou bien il va falloir voir venir et peut-être qu'on pourrait se contenter d'un point? Personnellement, à la mi-temps, je trouvais que le niveau il était très équilibré. Mais en même temps, ce que j'apprécie, c'est qu'on arrivait à arriver chez Ter Stegen. Je pense que peut-être il y a l'occasion de Benzema qui c'est la cerise du gâteau de son match parce qu'il a fait un match XXL à mon avis. Euh, pour moi, j'étais optimiste pour la deuxième mi-temps parce que je voyais une équipe qui arrive à créer, une équipe qui arrive à créer du danger, mais surtout une équipe qui a pu se ressaisir défensivement. Et on sentait que le danger du trio d'attaque de FC Barcelone, on pouvait le limiter. Donc pour moi, il y avait un coup à jouer, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit 3-1. Donc pour moi, je me disais peut-être un 2-1, un 3-2, un truc super serré. Mais sinon, on va débriefer avec toi la deuxième mi-temps. Je pense que c'était à contre-attente pour moi. Je pensais que le match, il allait être à l'image de la première mi-temps où tout sera serré jusqu'à même aller à un score serré. Taïeb, au début de la deuxième mi-temps, le Barça a 2 occasions nettes. Et on se dit à ce moment-là, il va falloir faire le dos rond. Le Real Madrid nous a habitués à faire toujours une bonne deuxième mi-temps. Alors, quand il faisait une catastrophique première mi-temps, il faisait une bonne deuxième mi-temps. Là, il a fait une très bonne première mi-temps. Là, vraiment, les joueurs étaient présents, il y avait du jeu, il y avait des occasions, il y avait un but. Et effectivement, il y avait ces 2 occasions, mais après ces 2 occasions-là, on a vu que le Real Madrid n'a pas reculé. On a vu que le Real Madrid continuait à attaquer, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, s'ils sont à ce niveau-là, c'est que ça peut donner quelque chose. Bien sûr qu'on n'a pas dit qu'ils vont gagner tout ça, mais bon, on était confiants. On était confiants jusqu'à ce penalty, jusqu'à ce deuxième but, et après ce deuxième but, là, le Real Madrid n'a pas refait l'erreur de se faire remonter tout de suite, et là, il y avait un grand coup à faire, surtout qu'il y a eu quelques occasions très très nettes du Real Madrid. Heureusement. Alors, là, on aurait pu avoir un score beaucoup plus haut. Alors, ne précipitons pas les événements. On va se focaliser sur cette action du penalty set, parce qu'il y a eu plusieurs sons de cloche. Ouais. Il y a eu le son de cloche du règlement. Il y a eu le son de cloche de l'interprétation. Et là, les mauvaises langues du côté de la Catalogne se sont fendues de nombreux trucs, de nombreuses choses. On est même allé jusqu'à insinuer que l'arbitre avait un papa qui était fondateur d'une peña madridista du côté de Benidorm, mais qu'il arbitrait avec en dessous le maillot du Real Madrid. Ah, il faut arrêter. On va parler du règlement. Ça, c'est du folklore. Non, il faut arrêter. Parce que là, franchement, je fais le coup de gueule et je ne le fais pas maintenant. Tu le laisses de côté parce que d'une façon ou d'une autre, on laisse les meilleures choses pour la fin. On va laisser de côté le folklore, on va juste parler des faits et de ce qu'a dévoilé la chaîne Quattro par rapport à la discussion entre l'arbitre principal et l'arbitre assistant. Donc en fait, déjà juste pour mettre un petit point, la première polémique qui a fait éruption sur les réseaux sociaux, elle concernait le penalty non sifflé pour le Real Betis sur une occasion similaire la semaine dernière. Donc dans un premier temps, juste pour calmer nos aniculés, ce n'était pas votre sujet dans un premier temps. Puis après, la discussion qui a été révélée justement hier, elle révélait que l'arbitre de touche, il a signalé une faute de Sergio Ramos sur l'Anglais avant que l'Anglais commette une faute. Et justement, en fait, il y a eu une mauvaise interprétation dans un premier temps qui a mené justement à la bonne décision. C'est parce que l'arbitre central, il a mal compris ce qu'a dit l'arbitre de touche qu'au final, il est parti voir s'il y avait possibilité de pénalty ou pas. Donc en fait, dans un premier temps, apparemment, il y a eu contact avec l'Anglais à Ramos et l'arbitre de touche, il a estimé que c'était illicite.
Donc, c'est ce qu'il a signalé dans un premier temps. L'arbitre de la VAR, il a demandé à l'arbitre central de revoir ou de revisionner avec eux. Donc, l'arbitre central, qu'est-ce qu'il leur a dit dans un premier temps? Je ne pars pas voir, à vous de voir. Donc, lorsqu'ils ont vu, ce qui a été déclaré, c'est ça. Dans un premier temps, faute de Ramos sur Lenglet. Dans un deuxième temps, faute de Lenglet sur Ramos. Donc, l'arbitre, quand il est parti voir la VAR, c'était pour voir les deux. Et quand il est parti voir les deux, il a décidé que la faute de Ramos sur Lenglet, elle n'est pas assez conséquente pour en siffler une. Par contre, la faute de Lenglet sur Ramos, elle est conséquente pour siffler penalty. Donc nos amis culés, bon, ils sont partis faire, je sais pas, une lettre et envoyer à la fédération encore. Pour, Ça aussi, c'est du folklore, franchement. Parce que, je vais dire, si on devait siffler toutes les fautes que se font les joueurs sur un corner, eh ben, le corner ne sera jamais joué. Donc il faut arrêter. Il y a ce qu'on appelle les contacts, tout ça, et il y a le tirage de maillot. C'est un tirage de maillot. Justement, le règlement, juste pour rectifier, si c'est dans la direction du joueur dont on tire le maillot, si le ballon arrive dans la zone d'influence, il peut la reprendre de la tête ou du pied. Si le tirage de maillot existe, c'est un coup franc direct. À l'intérieur de la surface de réparation, ça se transforme en pénalty. C'est règlement. Le problème, c'est que les coulesses ont dit que ça fait 2 ans qu'on n'a pas sifflé un pénalty de la sorte qu'ils souhaitaient que tous les tirages de maillot soient sanctionnés d'un pénalty. Donc, on est dans l'exagération et l'aberration. Il faut arrêter parce que là, on n'est pas dans l'exagération. Là, on est dans le camouflage. Les culés essayent de camoufler le fait qu'ils ne s'en sortent plus, qu'ils s'en sortent de moins en moins. Ça a été la même chose à la fin de la saison dernière. Ils se sont cachés derrière l'arbitrage et en plus, ça fait ça fait de la pression sur le corps arbitral et sur la fédération. On a vu que ça n'a pas eu d'effet l'année dernière et c'est incroyable parce que ce soit toi, moi, les fans, et on réagit, on peut dire ce qu'on veut très bien. Mais que la direction fasse un courrier, mais c'est aberrant, c'est totalement aberrant. Là, on voit bien qu'ils essaient de cacher quelque chose. Qu'ils règlent leurs problèmes, leur crise institutionnelle, qu'ils règlent le fait de rentrer en transition parce qu'ils ne sont pas, ils ont un pied dehors et un pied dedans, au lieu de nous embêter pour rester polis avec ça. Tout le monde sait que quand on parle de l'arbitrage de cette façon-là, ça veut dire qu'on n'arrive pas dans le jeu. Ils n'arrivent plus dans le jeu, ils n'arrivent pas, et bien ils doivent. On reste dans le jeu, dans le rectangle vert. 25e pénalty d'affilée transformé par Sergio Ramos. Oui, et c'est le 100e but de Sergio Ramos avec le Real Madrid sur 656 matchs. Pour un arrière, je trouve que c'est un record de toute façon. C'est un record. D'ailleurs, le magazine France Football propose une sélection des meilleurs joueurs par poste de l'histoire du football. Il figure au poste d'arrière central et dans la présentation, on a même parlé de possiblement le meilleur arrière central de l'histoire. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'un débat ou d'un sondage que vous pourrez proposer. On revient au fait et au match. Il y a évidemment la dernière étincelle, le dernier éclair. Et il est lumineux, 7. C'est le 3e but signé par le viejo de 36 ans qui s'appelle Luka Modric. Luka Modric. Oui, donc. Mozart Modric. Luka Modric, à contrario de ses collègues au poste, à 35 ans, ne se trouve pas quelque part, sans donner de précision géographique. Il se trouve par contre, il se trouvait ce week-end dernier à Barcelone, à justement remettre la pendule à l'heure pour un certain genou hollandais qui s'est pris pour je ne sais qui après un tigre il y a 2 ans en fait. Donc maintenant c'était une action dans le sens de jeu de la part de Modric, je lui ai rendu sa monnaie avec un but en plus. Donc Luka Modric, au-delà du fait de son niveau, en fait, c'est quelqu'un que je salue fortement pour son engagement et son professionnalisme parce qu'à son âge, être dans une telle forme physique, enchaîner autant de matchs et ne pas pester, ne pas grogner, tu vois, absolument rien du tout. Il est à la disponibilité du coach à chaque fois qu'il en a besoin de lui, avec le niveau nécessaire. Pour moi, c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes joueurs.
à tous les niveaux et c'est quelqu'un qui se bonifie avec le temps et qui prouve qu'il méritait amplement son ballon d'or et que son ballon d'or, c'est une grande justice pour le football en fait. C'est un très grand monsieur. Je suis très honoré d'avoir vécu l'ère Modric en fait. Alors, Modric, en ouvrant une parenthèse rapidement, a été prévenu par Zidane mardi soir qu'il ne jouerait pas le Classico. Et il s'est fait une raison. Il ne serait pas titulaire pendant le Classico, il s'est fait une raison. C'est tout le contraire du monsieur que certaines caméras de télévision ont chopé en train de pester dans son coin en disant Zidane, lorsqu'il me titularise, il me sort à la 50e minute et lorsqu'il me fait jouer en tant que remplaçant, il me fait rentrer à la 80e. Il devrait surveiller son poids et surtout essayer de comprendre pourquoi Zidane essaie de le repêcher alors que d'autres entraîneurs, comme un certain Solari, l'avaient écarté pour les mêmes raisons. On revient vers toi, Taïe, parce qu'il y a l'avis du PCM à proposer. Je sais que tu n'as pas tari d'éloge sur ce Real Madrid, qui t'a fait plaisir, il t'a fait rosir de plaisir, bon, comme une des couleurs du maillot du Real Madrid, et surtout, les victoires en Liga, au Nou Camp, elles sont très rares, elles se font par cycle, une fois tous les 4 ans, parce que finalement, si je ne m'abuse, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, c'est cyclique. 2008, Julio Batista. 2012, Calma Calma. 2016, il y a eu ce but de Cristiano Ronaldo à la fin. Ils voulaient fêter Cruyff, ils ont eu leur fête. Et puis 2020, avec l'art et la manière pour les débuts de Johan Cruyff Koeman, parce que ce n'est jamais lui qui se trompe, c'est soit l'avare, soit ses joueurs. C'est à toi. Après les 2 défaites contre Cadiz et le Shakhtar, les Merengues étaient sous grosse pression. C'est comme le match qui allait chambouler le football espagnol et qui allait mettre dehors Zinedine Zidane. Finalement, ce classico de très bonne facture fut un non-événement puisque le Real Madrid s'y est brillamment imposé 3-1. Rien à signaler. Alors, le meilleur, incontestablement, c'est Ramos. A aussi bien joué le bloc du Real Madrid, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un joueur il n'y a pas eu de joueurs qui n'ont pas bien joué. Il y a eu peut-être Asensio qui a eu une petite faiblesse, mais il a quand même rendu une bonne copie. Alors, le prix Vazguenet, dans ce match-là, on s'en fout, même s'il y en a eu. Les Vlegas au repos pour cause de Covid. L'étincelle, eh bien, il y en a eu 2. L'assist de Benzema pour Valverde et l'arrêt de Courtois à la 23e minute. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Après les 2 défaites, j'ai tout aimé. J'ai adoré le but de Lokita, de Mozart Modric, avec un extérieur extraordinaire. On voyait bien qu'il voulait marquer ce but. Parce qu'il y avait Benzema qui était démarqué tout seul à sa gauche et il a tout fait pour effacer le gardien et fouetter. Quand on voit sous un autre angle, on voit bien qu'il fouette la balle avec son extérieur. Je n'ai pas aimé l'arbitrage perlé de monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, mais ça aussi on s'en fout parce que sans rentrer dans les détails, on ne va pas sortir. On pourra juste dire qu'il y a eu. On peut parler aussi sur le carton jaune donné à Casemiro alors que Casemiro ne touche pas du tout. Mais alors là, pas du tout Messi. Comme Messi a fait plusieurs fautes et il n'a pas été sanctionné, mais ça, on s'en fout. Alors, le constat, un Real Madrid en crise pour certains a terrassé le Barça qualifié de flamboyant par ces mêmes certains. La pensée du jour, si tu maintiens le cap, la trêve hivernale allongée dans le canapé. La note du jour est de 17 sur 20 et en fin de compte, à la Madrid, il y en a damas. Maintenant, tournons la page du Classico, essayons de retirer toutes les bonnes choses, de les garder et de soustraire toutes celles qui ne nous ont pas plu. Le problème de ce Real CED, c'est que c'est un Real inconstant. Il peut souffler le chaud puis le froid. Alors, quelle copie doit-on voir demain contre le Borussia Mönchengladbach?
Donc, personnellement, je pense qu'il faut capitaliser sur cette victoire. C'est une discussion que j'ai eu avec Taïeb en off. Euh, les mêmes éléments du match dernier, peut-être que j'ai une préférence et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Lucas Vasquez qui débute à droite, je l'ai trouvé beaucoup rassurant. C'est un joueur qui a rempli son rôle. Il n'y aura pas de choix parce que Nacho est out jusqu'à la fin de la Oui, trêve internationale, international. la Ouais, fenêtre de novembre. oui, Encore une autre trêve. Oh là là. C'est dans ça, 15 jours. c'est dans 15 jours. Donc pour moi, Vasquez à droite et pour le reste, bah, similaire au Classico. Peut-être s'il veut faire tourner un peu, changer la ligne d'attaque, j'irais bien pour un Rodrigo qui a laissé une bonne impression à titre personnel que Vinicius sur ce match. Et peut-être, bon, je le souhaite, c'est de voir Jovic parce que pour moi, Jovic, il doit enchaîner au Non, maximum. non, non. Il en a Jouer besoin en les fait. cartons. Non, non, Il en a besoin, il en a besoin. Je suis désolé, mais il Ajovic en a dans ce besoin. match-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une finale avant la lettre, puisque si le Real Madrid ne gagne pas, il hypothéquerait sérieusement son passage en huitième de finale. Il faut arrêter. Moi, je pars de Euh, l'hypothèse que c'est quelqu'un qui vient du championnat allemand, c'est quelqu'un qui connaît Gladbach, c'est quelqu'un qui a déjà marqué contre les Gladbach. Et justement, il a besoin d'enchaîner parce que quand tu lui fais pas confiance, tu le tues. Donc, à mon avis, je prendrais bien le Bon, risque. il devrait peut-être se mêler de ses ennuis judiciaires parce que pour l'instant, il risque gros dans son pays. Nous, les Chivani, Borussia Mönchengladbach, c'est une partie de notre enfance ou de notre adolescence. Pour ceux qui se souviennent, le football allemand, c'était une habitude, une tradition tous les lundis soirs chez nous, en plus des matchs de Coupe d'Europe. Et Gladbach était un bastion fort, même le club qui rivalisait avec le Bayern dans les années 70 et qui avait possédé des joueurs aussi flamboyants que Gunther Netzer, qui passait chez nous, ou Lichtilike, aussi, sans oublier des futurs adversaires de joutes européennes comme Jupp Heynckes, qui passait aussi chez nous, ou Lothar Matthaus. et Pour les il y avait présidents, aussi, Bertie Vogts. Bertie Vogts, Simonsen, très Simon Sen, Balak. très très bonne équipe. C'est pour ça que le groupe, les gens ne se rendent pas compte, c'est un groupe très 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 compliqué. Et d'ailleurs, nous avons croisé le Borussia Mönchengladbach en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, saison 75-76. Et là, il y a eu, c'était à l'époque Miljan Miljanic qui était l'entraîneur du Real. C'était la dernière saison d'Amancio, capitaine d'équipe. Piri était redevenu ce libéraux de charme que nous allons pouvoir suivre jusqu'au début des années 80. Donc, il y a eu un 2 partout à Gladbach et on a souffert au Bernabéu, on a été mené au score. On a fait match nul de manière très compliquée, un but partout. Et on s'est qualifié au but marqué à l'extérieur. D'ailleurs, le but marqué à l'extérieur, c'était un signe qui ne trompe pas, parce que 10 ans plus tard, soit 85-86, tu as dû raconter cette histoire dans une de nos histoires qui existait du confinement. Le Borussia Mönchengladbach, qui possédait sur le banc de touche Jupp Heynckes, devenu jeune entraîneur, qui avait une équipe extraordinaire, avait mis un 5-1 au Real Madrid. D'ailleurs, le Real, c'est le Real des remontadas qui préférait jouer les matchs allés en déplacement, en se disant on prendra des buts, on prendra même des valises, et il faudra faire ce qu'on appelle les remontadas. Donc, il y a eu une remontada au match retour 4-0, deux doublés, Valdano et Santillana, et surtout le but de Santillana, c'est à la 90e minute, en glissant, en trébuchant, il met le 4e but. Et l'image que les gens vont pouvoir peut-être voir sur les réseaux sociaux, c'est Juanito en train de sautiller pour fêter cette qualification. Et l'esprit Juanito est né sur deux belles soirées européennes. C'est la soirée d'Anderlecht et puis la soirée de Gladbach. Depuis, Gladbach est rentré dans les rangs. 90 Et minutes. Gladbach est redevenu un géant du football allemand lors des dernières saisons. 90 minutes sont très très longues au Santiago Bernabéu. Sauf que maintenant, il n'y a pas de public et on joue à la félicité pas, non. Les temps ont changé. On disait que Gladbach était le 4e club du football allemand. C'est la position qu'il occupe actuellement, derrière le Bayern, Borussia Dortmund et Leipzig. On ne sait pas beaucoup de choses sur cette équipe, mais c'est toi qui vas nous servir de guide pour mieux connaître cette équipe de Gladbach qui a tenu au passage en échec l'Inter à San Siro.
Oui, donc cette équipe de Gladbach qui se porte plutôt bien en ce début de saison en ce qui concerne la Bundesliga. Donc à part peut-être leur défaite 3-0 face au Borussia Dortmund, ils n'ont pas eu de match où il y a eu une déroute. Un niveau assez stable. Ils sont sixième du championnat, à tout simplement un point des places qualificatives en Champions League. Donc c'est un bilan de 8 buts marqués, 8 buts reçus pour 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Donc en tout cas, en ce qui concerne la Bundesliga, c'est une équipe en compétition qui a bien posé ses bases en ce championnat-là. Ils évoluent en 3-5-2, en 3-4-3, pardon. Donc c'est une formation un petit peu inhabituelle en ce qui concerne le football actuel. Et justement, ça a causé beaucoup de problèmes pour l'Inter de Milan. Lors du match aller, lors du San Siro, ils ont fait 2 buts partout et après qu'ils menaient 2 buts à 1. Donc ils se sont plus ou moins, on va dire, fait avoir vers les dernières minutes. Je pense que c'était au temps additionnel, un but de Romelu Lukaku, mais sinon, leur performance globale elle a été très dominante. Ils ont été très très présents. Ce dont beaucoup s'y attendaient pas. Ils ont réussi 6 tirs sur l'équipe de l'Inter en réalisant 2 cadrés et 2 buts. Ça prouve l'efficacité de leurs attaquants face au cash. Donc voilà, pour moi, c'est une équipe qui peut porter du danger. Et ce qui me fait peur le plus, c'est que c'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup pour marquer. Pourtant, c'est une équipe qui marque. Donc il faut faire attention. Je pense qu'on n'a pas joué depuis très longtemps une équipe qui évolue en 3-4-3. Après, si leur entraîneur il va s'adapter au Real Madrid ou pas, c'est ce qu'on va découvrir demain en tout cas. Mais sinon, je reste un petit peu Et sceptique par Zidane rapport a à souvent eu des difficultés contre les équipes qui jouent avec trois arrières centraux. Rappelez-vous de Girona ouais. en 2017-2018 et de Tottenham. Donc, il va falloir voir comment on gère cette situation. Est-ce que c'est l'adversaire qui va s'adapter au Real Madrid? Et puis, qu'est-ce que proposa le Real Madrid? Justement, dans cette situation, un 4-4-2 serait une bien meilleure solution qu'un 4-3-3. Donc, Ouais. encore faudrait-il qu'on aligne les bons éléments, qu'on puisse surtout poser les bonnes pièces du puzzle. Je reste avec toi, Seth, pour parler un peu de la conférence de presse de Zinedine Zidane. Donc, conférence de presse classique comme d'habitude. Je pense qu'on les a appris maintenant. Zinedine Zidane qui commence par louer l'équipe adverse. Il a justement dit qu'il apprécie beaucoup ce que réalisait cette équipe et que voilà, le match il sera très difficile pour tout le club. Alors après, il y a eu pas mal de petites questions au sujet du Classico, ça c'est tout à fait normal. Donc je vais essayer de voir une petite question concernant, je pense, si jamais il a donné l'info concernant Eden Hazard. Donc voilà. Par contre, il a parlé d'Isco, alors il est revenu sur la petite vidéo qui a fait éruption sur les réseaux sociaux hier, tu en as parlé. En fait, Isco qui s'est empesté de son temps de jeu, il a dit que lorsqu'il commence, c'est 50 minutes ou quand il commence pas, c'est 10 minutes à la fin. Alors, il a dit que Isco est comme tous les autres joueurs, il apprécie énormément et il sait que c'était juste parce qu'il a envie de jouer, tout simplement. Et il a rappelé à l'ensemble des joueurs qui doivent rester à la disposition de l'entraîneur et faire de leur mieux lorsqu'il fait appel à eux. Donc, il a encore parlé de manière globale sur la saison, comme quoi ça sera long, que le résultat ne doit pas pousser les joueurs à se relâcher, que le Classico il est fini, maintenant c'est un nouveau match. Donc, il a parlé de la rotation également. Il n'a donné aucune information. Il a dit que demain, il allait voir avec quelle équipe il allait jouer. Bon, ça lui tenait à cœur. Il a reparlé de sa démission. Donc, il a dit que la démission est quelque chose à laquelle il ne pense pas, qu'il a la confiance de la direction. Tout ce dont en quoi il pense, c'est tout simplement le match demain et le reste ne l'importe pas. Le futur va le délivrer. Alors, il a parlé aussi d'Eden Hazard. Il a dit qu'il est avec le groupe, qu'il se sent bien. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, qu'il est très heureux de le revoir parmi l'effectif et que demain, il allait décider s'il allait l'utiliser ou pas. En tout cas, il a laissé sous-entendre que Eden Hazard n'allait pas débuter le match. Donc voilà, il a ouvert une petite parenthèse. C'est logique, Saad, qu'il ne débute pas le match. Ça fait depuis le début de la saison qu'il n'a pas eu de temps de jeu. Donc, il va falloir le En fait, ménager et juste plutôt utiliser ceux qui ont le rythme de la compétition. un dernier petit point, je pense que ça peut intéresser beaucoup. Il a parlé du renouvellement du capitaine, Sergio Ramos. Alors, il a dit, il a été très ferme. Il a dit, bon, Sergio Ramos, j'ai bien reçu la question. Je vais vous dire une seule chose. Demain, nous avons match. Donc, Et justement, Tayeb, Sergio Ramos,
C'est le gros point d'interrogation en ce qui concerne son futur immédiat. Son contrat arrive à terme le 30 juin 2021 et nous sommes à 1 mois et demi d'une date fatidique, c'est du 1er janvier. Et là, il pourrait être libre de signer avec n'importe quel club, mais visiblement, les messages ou les signaux qui sont adressés depuis la presse ibérique, c'est que le Real et Ramos doivent s'entendre si ou si. Alors, justement, au lendemain de la débatte ou de la déroute contre le Shakhtar, il y a eu en discutant avec des Madridistas, il m'a dit, ouais, il y a peut-être une histoire dans le vestiaire, Ramos n'a pas signé. Moi, la vérité, je pensais que c'était fait, je pensais que, enfin, c'était entériné, parce que je me rappelle très bien que Florentino Pérez avait dit qu'il signerait à vie Ramos au lendemain de la victoire de la 34e Liga. Donc j'étais étonné, et si c'est le cas, effectivement, ça peut, ceci, entre guillemets, peut expliquer cela, en tout cas pour les 2 matchs de Cadiz et du Shakhtar. Mais bon, on sait tous que Ramos est devenu une pièce maîtresse dans le Real Madrid avec Courtois, avec Benzema, qu'on le veuille ou pas, et avec Casemiro et Kroos. Ça, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, on devrait les retrouver dans l'équipe type. Tu préfères un 4-4-2 ou un 4-3-3? Ben, s'il joue comme contre le Barça, un 4-3-3, parce que bon, je ne sais pas comment on va jouer. La vérité, je ne connais pas du tout le Borussia. Alors, voyez, je dis le Borussia, parce que de notre temps, le Borussia, c'était automatiquement Mönchengladbach. Maintenant, quand on dit le Borussia, il s'agit d'un autre club. Je ne les connais pas, donc franchement, je ne sais pas. Mais bon, un 4-3-3 serait bien. Alors, je rappelle que le coup d'envoi du match est à 21h heure marocaine, qui coïncide curieusement à partir de dimanche avec l'heure européenne. Donc, on devrait, aux alentours de 23h, avoir le verdict. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'équipe puisse montrer les mêmes prédispositions que nous camp. C'est pas terrible. Exactement. Et que les joueurs mouillent le maillot. Franchement, là, il faut qu'on revienne, qu'on mette pied sur terre. C'est une finale. Si le Real Madrid se plante demain, il va hypothéquer très sensiblement ses chances de passer en 8e de finale. En sachant que dans le courant de l'après-midi, Shakhtar reçoit l'équipe de l'Inter de Milan. Et l'idéal pour nous, ce serait que les 2 équipes ne gagnent pas le match. Donc, un bon match nul, à condition bien sûr de rattraper le joker qu'on a laissé en route à Valdebebas contre le Shakhtar Donetsk. Messieurs, il serait temps peut-être de vous rendre le témoin, puisque c'est vous habituellement qui occupiez la position de meneur de jeu. Merci de m'avoir permis d'avoir ce privilège. Et on se dit à très bientôt, très rapidement. Très bientôt. Alors, votre before combiné avec la PCM, combiné avec le Classico est maintenant terminé. Nous espérons vous revoir dans le prochain. Et en attendant, à la Madrid, il y a Damas. À Madrid.